Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité et l'information en direct sur votre chaîne préférée. Nous sommes le lundi 8 avril 2019, c'est parti pour 45 minutes de belles rencontres. Au programme ce soir, le marathon d'Annecy qui aura lieu le dimanche 14 avril prochain. Je recevrai deux des organisateurs pour parler de ce monument, de cet événement à venir sur les bords du lac d'Annecy. Un témoignage ensuite avec monsieur Alain Bossu, l'auteur du livre « Cette nuit-là, rousse était la lune ». Et puis dans notre partie sport, nous mettrons en lumière deux championnes du ski alpinisme français, les cousines Bonnel, Lorna et Léna. Mais avant toutes ces réjouissances, j'ai le plaisir d'accueillir Clémence, qui arrive. Clémence, pour évoquer les titres de ce journal du lundi 8 avril 2019, on commencera avec un reportage sur les Nations Unies qui ont déménagé à Annecy, on peut dire ça? Oui, on peut dire ça. Quand les élèves effectivement du lycée Berthollet à Annecy se glissent dans la peau de membres de l'ONU, leur engagement est entier et c'est toi, Sébastien, qui a assisté à cet exercice de rhétorique un petit peu particulier. Et puis un aérodrome en danger. Oui, alors les ULM et les aéronefs obligés de quitter la piste d'atterrissage, c'est ce qui va arriver le 15 mai à l'aérodrome de Sallanches. Il ferme ses portes et c'est la mairie qui va récupérer les 10 hectares de terrain. On enchaîne, Clémence, avec la revue de presse, notre revue de presse quotidienne, non exhaustible, je tiens à le préciser. Les ennuis continuent pour Nordal-Lelandais. Oui, alors je voulais faire un petit point effectivement sur ce qui se passe en ce moment. Alors la cellule d'investigation Ariane enquête sur 40 dossiers qui ont été non élucidés. Alors, ils s'appellent Stéphane, Adrien, Nelly, Malik ou encore, il y a encore d'autres prénoms comme on les voit ici. Ils ont disparu ou ont été retrouvés morts dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. En tout, c'est 35 affaires de disparition non résolues et 5 morts suspectes qui sont attentivement étudiées. Alors, pour retenir ces 40 dossiers, les 8 gendarmes de la cellule se sont intéressés à des critères géographiques, temporels, des relevés bancaires, contrats de travail ou encore des lignes téléphoniques. 9 dossiers, eux, sont au-dessus de la pile, comme celui du Fort Tamis où 2 Savoyards ont disparu à la sortie d'un festival, ou encore Éric Fauré, évaporé en faisant ses courses dans un village de la Drôme. Il y a aussi Hugo Raffi, 18 ans, parti de chez lui sans portable ni papier et en tongs à Albertville en 2012. Donc j'en cite que quelques-uns vraiment très rapidement comme ça. Alors le but, ce n'est pas de donner de faux espoirs aux parents. Déjà 2 dossiers ont été évincés faute d'éléments pouvant relier Nordal-Lelandais aux victimes. L'article, lui, est à retrouver librement sur le site du Parisien. Vous le voyez, donc il y a donc ces photos qui sont aussi disponibles dans l'article. Je vous recommande l'article, ça permet aussi de mieux se resituer un petit peu où en est l'affaire. Des cheveux pour lutter contre la marée noire, un sujet un petit peu plus léger. Oui, je change complètement de sujet. Alors, c'est une chose qu'on ne voit pas partout, un coiffeur qui ne jette plus mais récupère vos cheveux pour lutter contre les marées noires. Alors, c'est le pari que s'est lancé Raphaël Mouric, coiffeuse à Chambéry. Lassée de voir tous ses cheveux partir à la poubelle depuis des années, elle et son équipe ont décidé d'agir. Alors les cheveux sont récupérés et utilisés pour garnir des boudins flottants qui sont des remparts efficaces contre l'extension des marées noires. Donc c'est le salon Alexandre Coiffure qui est engagé d'ailleurs depuis de nombreuses années, plusieurs fois certifié Écocert, labellisé développement durable. Il trie et utilise notamment des pigments naturels pour les teintures de cheveux. Les clients, eux, ont été interrogés par France Bleu qui a fait cet article. Ils adhèrent totalement. Enfin bref, si vous voulez, et si toi aussi, Seb, tu veux te faire couper les tifs en mode écolo responsable, c'est chez Alexandre Coiffure à Chambéry que ça se passe. Et toi, par contre, pour ta revue de presse, maintenant, tu nous parles de Chambéry aussi, mais oui, en finale de la Coupe de France. On parle là de handball, la team Chambéry de retour à Paris, comme on peut le voir sur cette capture d'écran de la page Facebook du club Stade Savoyard, puisque le Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball s'est brillamment qualifié pour la finale de la Coupe de France en battant Montpellier ce dimanche dans un phare en fusion sur le score de 33-29 pour les hommes d'Éric Maté. Les Savoyards qui retrouvent ce niveau de la compétition pour la première fois depuis 2016. Ils s'étaient alors inclinés face au Paris Saint-Germain Handball. Le 25 mai prochain, ils essaieront donc de remporter la Coupe de France pour la première fois de leur histoire après 5 échecs en finale. Les jaunes et noirs rencontreront une autre équipe de division 1, Dunkerque. Donc, moi, en tant que fan de sport, fan de Chambéry, je pense qu'il y a un petit coup à jouer. Je serai normalement, si tout va bien, du côté de Paris pour cette finale, pour vous faire vivre l'ambiance. Et puis cette journée du 25 mai, on espère se terminera bien pour les joueurs du Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball. Bah oui, on croise les doigts. Mais pour ta deuxième revue de presse, tu nous parles de la Française la plus suivie sur les réseaux sociaux. Elle s'appelle Léa Ehui. Elle a 18 ans.
Et elle est officiellement la première influenceuse de France avec ses quelques 9 millions d'abonnés sur Instagram. Son secret, des courtes vidéos de danse qui font le buzz. Alors je ne sais pas si on a les vidéos en régie. On va regarder, c'est très rapide. C'est grâce à ce type de vidéo que Ella et lui fait le buzz. 9 millions d'abonnés. En comparaison, Nabila, que tout le monde connaît pour son célèbre Halo, ne compte seulement que 3,8 millions d'abonnés. Enjoy Phoenix, 4,6. Et Caroline Receveur, là aussi une autre influenceuse, 3,1 millions d'abonnés. Léa, lui, parle anglais couramment. On peut dire que ça a plu puisque la moitié de ses followers sont des Américains. Et enfin, il faut savoir que Léa et lui étaient harcelés à l'école et elle s'est réfugiée dans les réseaux sociaux pour tenter d'aller mieux. Apparemment, ça va mieux. Apparemment, ça va mieux, oui. Merci beaucoup Clémence. À tout à l'heure. Tu reviens pour plus tard. Plus tard. Allez, on démarre cette émission avec notre rubrique dans l'actu. On va parler du marathon d'Annecy, du lac d'Annecy avec deux hommes. Jean-Claude Moussard, le président d'Annecy Haute-Savoie Athlétisme. Monsieur Jean-Claude Châtel, responsable de communication. C'est ça. Messieurs, 40e édition ce dimanche. Comment s'annonce ce cru 2019 ? Écoutez, très bien pour l'instant, très bien. Beaucoup d'inscrits finalement. Hein. On a finalisé il y a un mois et demi à peu près les inscriptions du marathon et du Devaux. Voilà. Donc tout se passe bien au niveau des inscriptions pour l'instant. 40 ans, c'est signe de longévité. Ça prouve qu'aujourd'hui, l'épreuve a gagné ses lettres de noblesse. J'imagine qu'il y a beaucoup de fierté chez vous. Fierté, oui, 40 éditions sans s'arrêter, bon, même si les configurations ont beaucoup changé, grosse évolution durant ces 40 années, hein, quelques dizaines de coureurs au début lors de la première édition en 80 qui utilisaient le Tour du Lac. Et puis maintenant on arrive à... c'est la première année où d'ailleurs le marathon fait le plein, hein, c'est-à-dire qu'on est obligé de couper... Vous avez dû refuser du monde ? Oui, absolument. C'est la première année où effectivement là on arrive à 3500 participants sur ce marathon qui affiche complet. On ne peut pas vraiment mettre beaucoup plus de monde sur ce type de parcours. En termes d'organisation, combien de personnes sont mobilisées ? Alors, une équipe de la HSA et marathon, une équipe de 35-36 personnes en fait, qui travaillent, on va dire, quasiment tout le temps. C'est des bénévoles, entièrement bénévoles. Hein. Pour arriver à mettre en place cette organisation. J'imagine que cette année encore, il y aura des pointures qui concerne le marathon. Oui, je complète simplement, puisque les bénévoles, ça représente une grosse partie, 30 personnes pour le comité permanent, 650 le jour de l'épreuve. 650 personnes. 650 bénévoles. Et donc, effectivement, pour répondre à votre question, oui, des pointures, hein, évidemment, avec les coureurs qui viennent d'Afrique notamment, pour les pointures, hein, d'Afrique du Nord, du Kenya, des Algériens, des Marocains, des Éthiopiens. Bénin. Donc, ils sont gérés chez nous aussi par un responsable des élites, hein, qui va les chercher. Et on espère s'approcher du meilleur score, puisqu'a priori la météo risque d'être favorable. Donc 2h10, hein, voilà. Donc, réponse un record du marathon du record du marathon qui date déjà. Cette année, donc 4 courses au programme. Donc le marathon classique, 42,195 km, le marathon du haut, le 10 km et la marche nordique. Oui. Pourquoi la marche nordique ? La marche nordique a toujours fait partie d'ailleurs du marathon, mais enfin c'était un petit peu discret jusque-là. Cette année, il y aura environ 250 personnes qui vont donc faire la marche nordique. Départ en bateau, hein, c'est une chose intéressante en fait. Départ en bateau, aller jusqu'à Menton et marche de Menton à Annecy. Donc c'est une petite promenade et en même temps le sport après. Oui, puis c'est une découverte, hein, puisqu'on parle beaucoup maintenant au niveau politique du sport santé. Donc on pense aussi, d'ailleurs il y a une section marche nordique au club Annecy Haute-Savoie Athlétisme, et on pense effectivement que c'est une entrée à la course à pied ou une sortie, hein, pour un coureur en retraite. Ouais. Le lac, forcément, ça fait partie de ce marathon. C'est votre meilleur porte-étendard ? Incontestablement. Ouais. L'attrait touristique, bien évidemment, le joyau d'Annecy qui est le lac. Et donc on essaye effectivement, en fonction des autorisations dont on dispose, d'emprunter un parcours en périphérie du lac, même s'il ne fait pas le tour, hein, puisque la côte de Talloires ne permet pas un parcours roulant. Mais oui, le bord du lac, oui.
bien sûr. Atout principal. Alors, pas mal d'animations sont prévues donc, du vendredi 12 au dimanche 14. Sur le village marathon qui a lieu, qui se tient vers les tennis du couvert du Fier. Il y a voilà, une et sur le paquet. Voilà. Donc, remise et dossard à partir de vendredi 15h, au tennis couvert, jusqu'au samedi soir. Et puis, donc, ce qui est intéressant, effectivement, d'expliquer quand même, c'est que cette année, les deux courses donc, sont le matin. C'est départ du marathon à 8h30, départ du 10 km à 9h30. Pourquoi justement ce choix d'avoir fait démarrer les deux courses le matin? C'est un long débat. Voilà, c'est un long débat. Le choix, on avait envie de changer. Il y avait un moment qu'on avait des idées. Et puis en plus, il est vrai qu'on était un petit peu poussé pour des questions de sécurité et autres, d'essayer de limiter l'organisation sur la journée. Ce qui fait qu'avec ce système, d'être 14h, on va dire que l'ensemble des courses est terminé et ça arrange tout le monde, ça arrange effectivement les autorités puisque les routes sont ouvertes rapidement. Et puis nous, au niveau des bénévoles, c'est aussi très très intéressant parce que dans le temps, 6h du matin, 20h le soir, c'était des dures journées. C'est donc un souci de moins quand même pour nous et les bénévoles parce qu'une demi-journée, c'est mieux qu'une journée. Quoi. Alors un grand soin est apporté aussi au côté éco-responsable sur vos différentes épreuves. Comment est-ce que ça se caractérise? Condition sine qua non, déjà, pour avoir l'autorisation d'utiliser le paquet. Donc effectivement, on a un label éco-responsable et des personnes, des bénévoles qui vont devoir travailler, je dirais, dans l'ombre pour récupérer les déchets qu'occasionne une telle organisation. Je parle de tout ce qui est gobelets en plastique, tout type de déchets, ce que portent les coureurs sur eux, leur ravitaillement personnel, etc. Vraiment, tout est mis en œuvre pour rendre la place plus propre que lorsqu'on l'a trouvée. Et c'est une mission. C'est un vrai défi. C'est un vrai défi. Un mot rapidement sur le parcours. Donc, on a eu le départ du paquet. Oui. Et la boucle, elle s'effectue à quel niveau? Alors, le 10 km emprunte vraiment le bord du lac. Pour situer, grosso modo, avec le départ avenue d'Albigny, on va faire un demi-tour au Marquisat. Retour par la même route et on va jusqu'au petit port via les jardins de l'Impérial. Je vais laisser Jean-Claude pour le marathon. Le marathon, disons qu'on n'a pas changé les parcours. Le marathon, départ avenue d'Albigny, une boucle dans Annecy autour de l'avenue d'Albigny, repassage sur Albigny, le bord du lac, et puis après la piste jusqu'à Doussard et retour. Et cette année, grande nouveauté, puisque le marathon sera diffusé sur notre antenne. On en est d'ailleurs très heureux, très fiers. Sur notre page Facebook, on se retrouvera notamment avec vous, Jean-Claude, lundi matin, pour faire vivre toute la course en direct avec de gros moyens. C'est une belle exposition, j'imagine, pour l'épreuve, cette diffusion sur... On est ravis. Incontestablement bien, oui. On est ravis puisque effectivement, un marathon c'est long, même si les premiers vont arriver en 2h10, les derniers vont arriver en 5h. Il ne faut pas les oublier. Il ne faut pas les oublier, certainement pas. Et grâce à votre présence, on va avoir également un grand écran sur le paquet. Donc les spectateurs, les accompagnateurs pourront suivre sur le grand écran votre reportage. Et puis évidemment, c'est un vecteur, la télé, rêvé pour nous, parce qu'effectivement, ça va être très porteur. Donc on a de grands espoirs sur cette diffusion. Oui, il ne faut pas oublier, parce que c'est important, on est quand même un club d'athlétisme avant tout, organisateur des événements. Il ne faut pas oublier que justement, cette modification nous impose de faire la course des jeunes le samedi à la place du dimanche. Donc, j'invite tout le monde, effectivement, et les jeunes notamment, à venir courir le samedi après-midi. Il y aura les courses de jeunes de 14h à 16h et ensuite il y aura des démonstrations d'athlétisme sur le paquet. Un mot sur la météo, vous l'avez tout à l'heure évoqué. Oui. Quelles sont les prévisions? Donc les prévisions, je dirais quasi une météo idéale pour une telle épreuve, puisqu'on se souvient qu'en 2018, avec le semi qui a lieu l'après-midi et les premières chaleurs, il y avait eu quelques dégâts. C'est toujours un peu plus compliqué déjà de courir l'après-midi, mais la chaleur, c'est jamais l'ami du coureur à pied. Donc là, on annonce entre 6 et 9 degrés, avec plutôt un temps nuageux. Bon, c'est encore à confirmer, on n'est pas prévisionniste nous-mêmes, mais si cette météo se confirme, c'est sûr que ce seront des conditions idéales pour des bons chronos. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Et puis on se voit lundi, on se donne rendez-vous à partir de 8h15. Dimanche, à partir de 8h15 sur Facebook et sur Vitron. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, on passe au choix de la rédac. Je vous invite à rejoindre la régie. Et j'accueille monsieur Alain Bossu. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Auteur du livre « Cette nuit-là, Rousse était la lune » que je montre à la caméra.
que vous avez écrit avec Pauline Roche, qui a fait les illustrations. Qui a fait les illustrations. Alors, ce livre, c'est une ode au personnel de l'hôpital de Saint-Julien-en-Genevois. Tout simplement, racontez-nous ce qui s'est passé, votre histoire. En fait, je rentrais de pays compliqués au niveau du potentiel maladie difficile. Et on n'était pas bien. Et c'était le dimanche de Pentecôte, aux urgences, donc plein de monde. Et le problème, c'est qu'on ne trouvait pas quoi. Ce qu'il y avait, on voyait, j'avais plus de globules rouges, j'avais plus rien. Enfin, c'était la catastrophe, fatigué, on ne pouvait plus marcher. Et deux infirmières, je veux dire, la mère et la fille, c'est étrange, on parlait, elles me disent que quand elles ont du temps libre, elles vont faire du bénévolat à Madagascar. Je dis, ah bon? Moi, j'arrive de Madagascar. Là, il y en a une qui est partie. Je crois que 3 minutes après, j'étais aux soins intensifs. Et bon, ils ont cherché, ils ont trouvé. C'était le cas le plus grave de la malaria. Et un médecin me dit, bon, je vois comme vous êtes, ce que vous avez fait. Je vais vous dire franchement, on va tout faire ce qui est possible. Si on n'y arrive pas, dans 2 jours, vous êtes mort. Et ça m'a sauvé la vie. Ces 2 jours, qu'est-ce que vous avez traversé pendant ces 2 jours? J'ai traversé l'histoire que j'ai vécue, les choses que j'ai entendues, les chansons, les livres, les lieux, surtout des personnages en particulier, des gens normaux qui font le marché, qui font peut-être aussi l'aventure spatiale, pourquoi pas. Et je parlais à une pleine lune, il y avait une pleine lune rousse. C'est la seule personne, si je puis dire, à qui je pouvais parler. Et j'ai raconté un peu ma vie, des extraits de vie tels que je les ressentais à ce moment-là. Quelle était l'importance du personnel, du Extraordinaire, extraordinaire. Franchement, tout le monde venait me voir. Tout le monde essayait d'offrir un sourire. Mais même quand je suis parti, quand on m'a dit maintenant c'est bon, même les femmes de vénage pleuraient. C'était vraiment fabuleux et j'ai voulu vraiment leur dédier le livre. Pendant ces 2 jours, est-ce que vous vous êtes vu mourir? Non. Il y avait une force intérieure qui Je ne sais pas si c'était une force intérieure, mais non, je ne me voyais pas mourir et j'avais complètement effacé ça. C'était le possible, évidemment, mais je me disais, moi, j'ai très bien vécu. J'ai eu une vie professionnelle, familiale, et ce qui ressortait, c'est que si je meurs dans les 2 jours, moi, je n'aurai pas de regrets. Et je ne sais pas si on revient, mais ce n'était pas ça du tout le problème, c'était dire à pleine lune rousse que j'étais content d'être là. Et c'était extraordinaire, rien que de sentir quelque chose en voyant défiler des trucs que j'avais vraiment oubliés parfois. Hein. C'était très très étonnant. Il y a des lieux, des personnages. Certains diront d'une banalité. Non, c'est une vendeuse à Madagascar qui avait devant elle 10 sacs de riz différents. Et elle m'expliquait à quoi ça servait. Parce que je lui posais la question. Je lui dis, mais pourquoi 10 sacs de riz? Qui vient acheter ça ici? Ils en ont tous. Et elle m'expliquait, ça c'est pour tel produit, là c'est pour le poisson. Là. C'était apprendre sur le terrain ce qu'on ne m'a jamais appris à l'université, par exemple. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui vous a donné envie d'écrire ce livre? Quand je suis sorti, que j'étais beaucoup mieux. On ne sort pas au bout de 2 jours non plus, hein, on est vivant, il n'y a plus de problème, mais on est très faible pendant des mois. J'ai voulu refaire du vélo des mois après, mais j'ai trop de vertige, je vais me faire tuer, quoi. C'est quand même pas le moment alors que je sors de ça. Et par contre, j'ai compris tout de suite que le travail, il fallait que j'oublie. Donc j'ai tout arrêté, les activités que je faisais, et l'idée du livre est partie comme ça, en parlant à la lune rousse, en lui expliquant plein de choses. La lune rousse, évidemment, ça symbolise plein de personnes. C'était un peu, pas un testament, mais une envie de dire, voilà, ça je retiens. J'y ai pas pensé depuis des années. J'ai rencontré des gens extraordinaires et on ne parle pas du tout travail là. J'avais complètement oublié, donc après je dis bon, maintenant c'est fini. Alors le livre sort demain? Le livre est arrivé aujourd'hui, il sort demain, première présentation demain. J'habite Saint-Julien, ce sera donc à la Diligence à Saint-Julien. Et après, ce sera la tournée, effectivement, un peu partout en France, notamment à Nantes, puisque
Pauline Rush qui a fait les dessins et de la région nantaise. Merci beaucoup, Alain Bossu. Bon Merci courage beaucoup à et vous. bravo pour ce joli témoignage. Merci beaucoup. Merci bien. Allez, comme chaque lundi, je vous invite à rejoindre la régie. Comme chaque lundi, on parle sport dans cette émission. Mardi dernier avait lieu la cérémonie des chronos d'or qui récompense les meilleurs skieurs et biathlètes élus par les lecteurs de nos confrères de Ski Chrono. Une cérémonie à laquelle a participé Victoria Lopez. On regarde son reportage. 100 podiums, 25 victoires. En circuit de Coupe du Monde, les Français ont brillé dans toutes les catégories cet hiver. Ce mardi soir, ils étaient à l'honneur lors de la désormais traditionnelle remise des chronos d'or. On tient à clore ces saisons avec une cérémonie. Très souvent, on présente nos équipes de France à Paris en grande pompe au mois d'octobre. Et c'est bien en fin de saison de faire un peu le bilan, un peu tirer le trait et mettre en valeur bien sûr tous ceux qui ont brillé. On a des athlètes, on a vu ce soir, qui sont au-delà des résultats sportifs, qui sont brillants, qui sont accessibles. Et puis voilà, on est fiers d'accompagner ces gens-là. Depuis 6 ans, la cérémonie des chronos d'or récompense les meilleurs skieurs et snowboarders français, désignés par le vote des internautes du site Ski Chrono et par un jury d'experts. L'occasion de tirer le bilan de la saison. Je suis très satisfait de la saison. Honnêtement, les 100 podiums font que on se situe à un très bon niveau de performance. On y rajoute les 14 médailles mondiales, les 4 titres, plus les 4 globes. Enfin, voilà, ça fait des résultats qui sont très denses et c'est là où on doit se situer chaque année. Cette année, Bastien Midol remporte le chrono d'or dans la catégorie ski freestyle. Maurice Magnifica s'illustre en ski nordique. En biathlon, Justine Breza et Quentin Fillon-Maillet raflent le fameux chrono. En ski alpin, c'est la skieuse du Grand Bornand Tessa Worley qui reçoit la récompense. Alexis Pinturo et Perrine Lafont reçoivent eux les chronos d'or en ski alpin et ski freestyle et ils sont aussi sacrés champions des champions. Le point d'orgue d'une saison réussie pour les deux athlètes. C'est vrai que cette saison a été au-delà de mes espérances parce qu'avec ce nouveau saut, on était un peu, on marchait un peu sur des œufs, on était un peu incertain de ce qui allait pouvoir se passer. Donc c'est vrai qu'une saison exceptionnelle, très régulière, 9 courses, 9 podiums. Donc c'est vrai que c'est hyper positif et j'en tire un super bilan de cette fin de saison. C'est un très bon bilan, un bilan où je fais un hiver qui est complet de A à Z, 3 disciplines où j'arrive à faire des podiums de manière très régulière. Donc ça c'est vraiment ce qui me tenait à cœur, de revenir vraiment au plus haut, pas uniquement en géant mais aussi en slalom, ça a été chose faite. Il y a eu en plus de ça ce titre au championnat du monde, il y a eu ce globe en plus, cette deuxième médaille aux mondiaux et puis pour clôturer le tout, une deuxième place au classement général. Donc voilà un hiver très complet et très heureux de finir comme ça. Les équipes de France vont maintenant profiter d'un repos bien mérité avant de se replonger dans la prochaine saison. L'entraînement reprendra lui dès la fin du mois de mai. Du ski alpinisme à présent, j'ai pu interviewer un petit peu plus tôt dans l'après-midi Lorna et Léna Bonnel, les deux cousines Décibel qui ont performé récemment. On regarde. Lorna Bonnel, Léna Bonnel, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous consacrer quelques minutes. Alors, vous venez de disputer notamment la dernière épreuve de Coupe du Monde de ski alpiniste du côté de Madonna di Campiglio en Italie. Comment est-ce que se sont déroulés pour vous? Bien, ça va. Léna a fait un bon sprint. Elle fait 5e senior et deuxième espoir. Moi, je suis 6e senior. Et puis après, l'individuel, toi, t'es 2e espoir. Ouais, 3e espoir. Et 11e senior. Et moi, je fais 3e en senior. Lorna, vous êtes désormais championne du monde depuis quelques semaines de ski alpinisme depuis votre victoire le mois dernier lors des mondiaux de Villars en Suisse avec Axel Mollaret. Qu'est-ce qu'il représente ce titre? On était déjà championne du monde en 2017 à Canterano en Italie et là on voulait conserver le titre et on s'est entraîné pour ça. La course a été sur le coup décevante, le parcours était vraiment pas bien, les conditions météo en fait étaient mauvaises, on a eu un parcours de repli très court alors que normalement c'est une course longue mais bon on a fait quand même une belle course et on conserve le titre à la clé. Je suis bien contente. Léna, vous n'êtes pas en reste puisque lors de cette même compétition, vous avez remporté l'or en relais avec donc votre cousine, Lorna et Axel Mollaret. Là aussi, ça c'est une grosse satisfaction?
Oui, oui, c'est vrai que c'était super sympa de pouvoir courir avec Axel et Lorna et on a eu un super relais homogène. Donc j'étais vraiment contente de finir ces championnats là-dessus et c'est ma première médaille chez les seniors, donc j'étais super contente. Lorna, quel regard vous portez sur votre petite cousine? Un regard bienveillant. Je la surveille du coin de l'œil en course. Non, elle est bien, elle est motivée, elle est toujours contente, elle fait des belles courses. C'est bien. Bah, là, du coup, ça lui a permis de mettre le pied dans la course des seniors, faire cette médaille en relais, rentrer dans le grand bain. Et puis bah, là, c'est la dernière année, ça y est, c'est fini, les courses en espoir, elle doit être senior maintenant. Donc voilà, faut y aller, je pense que ça devrait le faire. Même question pour vous, Léna. Lorna, c'est un modèle pour vous? Bah, c'est vrai qu'elle a un parcours assez impressionnant. Elle a commencé assez tard, donc c'est vrai que ça m'a beaucoup inspiré de la voir progresser comme ça. On se dit que tout est possible. Et il y a pas si longtemps, elle était dans des places comme moi, entre 15, 20, voilà. Et puis bah, aujourd'hui, elle fait régulièrement des podiums sur des Coupes du Monde, donc c'est assez motivant et ça fait rêver. Comment on peut expliquer le fait que les Françaises et les Français soient aussi performants en ski alpinisme depuis quelques années maintenant? Il y a une vraie culture? Oui, c'est vrai que je pense que c'est un sport qui est quand même assez pratiqué en France. Et on a une super équipe avec la FFME vraiment qui se motive à organiser des stages, à vraiment faire en sorte qu'on soit bien entouré sur les courses et qu'on soit performant. Donc, puis c'est un sport de passion. On a des courses quand même qui sont très connues. La Pyramenta, voilà, qui est une référence du ski alpiniste. Et donc, c'est des courses qui sont motivantes et qui donnent aux gens envie de progresser et de s'y mettre. Lorna, votre avis là-dessus? Oui, bah, c'est un petit peu ça aussi. C'est vrai que moi, ce qui m'a inspiré au début, c'est les grandes courses comme la Pyramenta, qui est vraiment célèbre, la course la plus connue au monde, et elle est en France. Je pense que c'est la course qui inspire tous les Français. Et après, ben, quand on s'y met, on met le pied dedans, et puis petit à petit, on fait aussi d'autres courses, et on essaye d'aller vers l'élite, donc vers la Coupe du Monde, parce que c'est là qu'il y a les meilleurs. Et après, chacun se tire vers le haut. Il y a toujours eu des bons Français, des bons Français à l'international. Chez les femmes, il y a eu longtemps Laetitia Roux et Axel Mollaret qui nous entraînent vers le haut, motivant. Le fait de porter haut et fièrement les couleurs de Décibel, c'est important pour vous, toutes les deux? Oui, ben, on est toutes les deux de la Toussuire, donc c'est vrai que c'est une fierté de pouvoir en plus représenter notre station sur des événements comme ça. Oui, exactement. C'est une station de skieurs où il y a il y a eu beaucoup de champions, toujours. Et on aime nos montagnes et on est content de les représenter partout en France et même dans le monde. Je crois savoir d'ailleurs qu'il y a l'équipe de France de boss qui est chez vous en ce moment. Oui. D'après mes informations. J'étais hier soir au Chamois, là, et voilà. Globalement, Lorna, on va commencer avec vous. Cette saison qui vient de s'achever, vous la qualifiez de bonne, excellente, peut mieux faire. Votre bilan de la saison? J'imagine très bon bilan, très bon bilan. Oui, je suis contente. J'ai fait plusieurs podiums en Coupe du Monde, plusieurs troisième places, une deuxième place aussi, au championnat du monde en individuel, une troisième place, les championnats du monde en équipe et relais, championne du monde. Donc je suis contente. Bon, on n'a pas pu participer à la Pyramenta, donc ça c'est un petit peu dommage, mais sinon pour ça je suis contente. Et après il y a encore des points de course, il va y avoir ma Mezzalama où j'ai une belle équipe. Et voilà. Et vous, Léna, j'imagine qu'il y a beaucoup de satisfaction pour cette dernière saison en tant qu'espoir. Maintenant, on se sent prête là pour le grand bain? Oui, j'ai atteint mes objectifs de la saison. J'ai été en forme au bon moment sur les championnats, donc c'est un gros soulagement. Et puis voilà, dernière année espoir. Donc j'espère pouvoir encore progresser pour être encore mieux l'année prochaine chez les seniors, mais c'est plutôt sur la bonne voie. Merci beaucoup en tout cas à toutes les deux. Bravo encore pour votre magnifique saison. Et puis on continuera à prendre de vos nouvelles. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci bien. Allez, voilà, Clémence est de retour pour les titres du journal. On va parler du lycée Berthollet qui joue à l'ONU.
Oui, ce sont les étudiants qui se sont glissés dans la peau des membres de l'ONU et ils aiment ça. Et puis l'aérodrome de Sallanches est menacé de fermeture. Oui, il va même fermer normalement le 15 mai prochain et c'est la mairie qui va récupérer 10 hectares qu'il utilise actuellement. Merci beaucoup Clémence, on se retrouve dans quelques minutes pour le journal préparé par toute la rédaction. Ne zappez pas, à tout de suite.